Merci Kantouta et Alyosha et pour l'organisation, pour l'invitation et merci à vous toutes et tous d'être présents et présentes. Euh, je voudrais commencer par situer en fait mon discours avant de le déployer d'une certaine manière. Ce que je fais, pas toujours, ce que je fais en fait rarement, mais à certains moments, et c'est le moment aujourd'hui, enfin c'est un de ces moments aujourd'hui, j'ai peut avoir la sensation que c'est le point de départ qu'il faut prendre, un point de départ cosmopolitique si on veut, qui est celui des intermondes. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Donc je vais d'abord juste simplement dire d'où je viens et pour répondre à la question d'où je parle. Bon. Donc la première chose, c'est que je m'appelle Mohamed, je suis né de parents algériens dits berbères ou plus précisément amazirs. Parfois on dit aussi kabyle. Je suis né à Londres parce que mes parents ont étudié là-bas, donc je suis anglophone plutôt en fait de naissance. Mes parents n'avaient plus d'argent pour pouvoir rester à Londres et je suis donc parti avec eux à l'âge de 6 mois au Koweït où j'ai passé un certain temps de ma vie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on allait régulièrement en vacances en Algérie. Et en fait, on n'a jamais pu revenir au Koweït, puisque en 90, dans le cadre de la guerre du Golfe, on a juste perdu notre maison parce qu'on n'a pas pu y retourner. Donc on s'est retrouvé entre guillemets, coincé là-bas. Et c'était donc les prémices de ce que peut-être certains d'entre vous connaissent, qu'on appelle la décennie noire en Algérie. Et à ce moment-là, mes parents ont décidé d'aller en France. Et je me suis retrouvé là, donc à arriver assez jeune dans cet endroit qui s'appelle la France, etc. Alors pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que ces différents endroits, en fait, ce déplacement plus ou moins nomadique, plus ou moins choisi ou plus ou moins parfois forcé, a en fait constitué d'une certaine manière l'endroit d'où je parle, qui est à la fois tous ces endroits et aucun d'entre eux, quoi. Bon. Et alors, ça c'est la première chose que je voulais dire. Et d'une certaine manière, dans ces allers-retours, je dirais qu'il y a, enfin, je me suis rendu compte rétrospectivement qu'il y avait les trois questions que j'aimerais, d'une certaine manière, articuler les unes aux autres. Bon. Il y a la question du colonialisme, il y a la question de la sécularisation ou des rapports entre politique et religion, et il y a la question de l'économie fossile, et plus particulièrement du pétrole. Et en fait, je me suis rendu compte après coup que ces trois éléments que j'essaie de faire se correspondent, sont en fait liés à, expliquent en fait pour beaucoup cette espèce de trajectoire dans laquelle je me situe et dont je suis simplement un effet ou un produit subjectif, si on veut. Bon. Alors, la première proposition dont j'aimerais partir et parler, c'est la suivante, c'est que la critique du ciel a bouleversé la Terre. À quoi j'ajouterais que la Terre n'a jamais demandé de porter le poids du ciel. Donc je vais commencer à commenter ces deux phrases qui vont ensemble. Alors, pourquoi la critique du ciel aurait bouleversé la Terre et surtout, qu'est-ce que la critique du ciel ? La critique du ciel, c'est un terme qu'on trouve chez Marx, sur lequel je ne vais pas passer beaucoup de temps, même si on pourrait parler ensuite effectivement de ce que j'essaie de faire avec le marxisme, mais je voudrais dire de manière très non technique que la critique du ciel, pour moi, si on regarde les archives du 19e siècle, puisque tout ça vient en fait d'un travail très historique, on se rend compte en fait que ce qu'on appelait le salut, la volonté de réaliser ou d'atteindre une certaine forme d'au-delà ou de paradis, n'a pas du tout, c'est pas quelque chose que les sociétés modernes industrialisées et dites ou soi-disant désenchantées auraient abandonné. On a essayé en fait de réaliser le salut sur Terre. Voilà. À travers quoi? À travers, au fond, une logique d'accumulation infinie des richesses qui suppose bien évidemment ce qu'on appelle l'extractivisme. Donc ça signifie au fond que ce qui s'est passé, c'est une forme de transfert, si vous voulez. On n'a pas donc renoncé au salut, on a voulu le réaliser sur Terre, sauf qu'en voulant réaliser le salut sur Terre, on a détruit la Terre elle-même, puisque ça ne se fait pas, bien évidemment, sans extraction, sans colonisation, sans destruction des vivants, humains et non humains. Donc c'est pour ça que je disais qu'au fond, la Terre a été forcée à porter le poids du ciel. Voilà.
Euh, et donc, si vous voulez, la première chose que je voudrais dire par rapport ou des premières conséquences qui a trait finalement à une certaine volonté chez moi et d'autres de changer les termes du débat écologique, c'est de dire qu'au fond, il ne s'agit pas seulement de changer, transformer, questionner notre rapport à la Terre, mais de transformer notre rapport à la Terre et au ciel. Puisque le bouleversement qu'on appelle climatique est un bouleversement de la Terre et du ciel. D'une part parce qu'on ne s'est pas débarrassé de ce ciel et qu'on a voulu le réaliser justement sur Terre, lors même qu'on qu'on a cru vouloir s'en débarrasser, ou plutôt on n'aurait jamais voulu s'en débarrasser de ce ciel si on n'avait pas voulu le réaliser ici-bas. Donc on est toujours dans cette question. Alors vous allez me dire, ok, très bien, mais concrètement ça veut dire quoi ? Alors, concrètement, ça veut dire plusieurs choses, mais je prendrai un exemple, précisément parce que cet exemple a une tendance à devenir canonique dans un certain nombre de débats concernant les soi-disant droits de la nature. Cet exemple, c'est celui d'une loi qui a été votée, adoptée par le gouvernement néo-zélandais, donc en Nouvelle-Zélande, qui concerne une rivière ou un fleuve qui s'appelle le Wanganui, ou la rivière Wanganui. Bon. 2017, ouais. J'ai dit quoi ? Non, tu n'as pas dit. Oui, c'était en 2017, j'allais le dire. Donc relativement récemment. Bon. Et alors, ce qui m'intéresse dans cette loi, et je vais le dire de manière assez délibérément brutale et peut-être un peu polémique, c'est que, à mon sens, cette loi ne confère pas des droits à la nature, en vérité. Puisque ce qui est reconnu, c'est bien sûr la rivière elle-même, donc qui s'appelle Wanganui, qui en fait inclut la rivière elle-même, mais aussi l'air, les plantes avoisinantes et le sous-sol. Mais surtout, ce qui est reconnu, en fait, c'est une entité vivante qui est à la fois matérielle et spirituelle, ou plus précisément physique et métaphysique, qui s'appelle Te Awatupua, dont en fait, d'une certaine manière, la rivière elle-même appartient à cette entité, elle en fait partie. Et les humains et non-humains qui vivent de cette rivière, dans cette rivière, appartiennent eux aussi et elles aussi à cette entité à la fois cosmologique, mais aussi, ou cosmique plutôt, mais qui est aussi métaphysique. Bon, voilà. Alors, précisément, ce qu'on voit, c'est que le terme métaphysique est un terme juridique. C'est-à-dire que ce qui est reconnu, ce ne sont pas simplement les propriétés physiques du fleuve, ce sont les propriétés physiques et métaphysiques du fleuve. Donc, au fond, ce qu'on appelle la Terre ici est imprégné d'un ensemble de réalités, de dimensions invisibles du réel, qui précisément ne sont pas reconnues ou qu'on aurait tendance dans notre culture dite moderne et séculière à considérer a priori comme inexistantes. Ce qui signifie au fond que nous, quand on considère cette loi, on se dit c'est très bien, il faut donner des droits à la nature, mais sauf qu'on n'a plus le dispositif qui permet de mettre en place en vérité ce type de loi, qui est la possibilité de reconnaissance de réalités métaphysiques et de reconnaissance juridique de ces réalités métaphysique. Bon. Et alors, donc là, si vous voulez, à mon sens, ce qui se pose comme question, si on part de cette loi, c'est une autre question que celle qui, à mon avis, a été posée par beaucoup d'anthropologues, qui serait celle du naturalisme ou de la division entre la nature et la culture et la division entre humain et non-humain. C'est autre chose aussi, ce qu'on voit, c'est autre chose que le fait simplement de dire que les modernes occidentaux, et je suis contre en fait l'équivalence qu'il y a beaucoup trop entre les modernes et les Européens, je pense que ça ne va pas du tout. Les Indiens, les non-occidentaux sont tout aussi modernes aujourd'hui, mais différemment que nous le sommes. Donc j'aurais tendance à ne pas faire une équivalence entre Europe et moderne, mais soit, c'est une parenthèse. Mais donc l'anthropologie s'est beaucoup focalisée sur la critique du concept de nature. Voilà. Et ce que j'aimerais dire, c'est qu'il faut doubler cette critique du concept de nature comme étant une construction chrétienne, européenne, coloniale à plein d'égards, bref, quelque chose qu'on ne peut pas universaliser, l'étendre à d'autres catégories, dont celle de religion, sacrée, spirituelle, qui sont des catégories tout aussi chrétiennes et coloniales que la première. Donc, autant dire autrement dit, il faut considérer que, et c'est ça que j'ai en tête,
que être pro-religieux ou anti-religieux fait partie d'un même vocabulaire chrétien. Au fond, quand vous dites « je déteste la religion », vous êtes tout aussi chrétien que lorsque vous dites « vive la religion, on en a besoin pour nos sociétés ». Pourquoi ? Parce que ce terme lui-même, la croyance en la religion, la croyance dans le fait que ce serait une catégorie anthropologique qui irait de soi, un universel, pose autant de problèmes d'eurocentrisme et de colonialisme épistémique, si vous voulez, que la catégorie de nature. Et ce qu'on voit, si on reprend l'exemple du fleuve ou de la rivière Wanganui, c'est justement qu'au fond, et ça a été vu par un certain nombre de philosophes ou anthropologues qui traitent de ces questions, c'est qu'au fond, on ne peut pas donner des droits à ce fleuve, le reconnaître comme une entité vivante et comme une personnalité juridique, si, premièrement, on ne reconnaît pas la part métaphysique de cette réalité, et deuxièmement, si on ne reconnaît pas le fait que cette entité est reconnue comme telle par un certain nombre de populations, donc là, en l'occurrence les Maoris, qu'elles considèrent comme, alors c'est là que commence à se jouer la question anthropologique, comme sacrée. Bon. Donc la question écologique est liée en fait à la question anthropologique, qui elle-même est liée à la question de savoir comment on fait droit à ces réalités métaphysiques, ce qui ne veut pas dire a priori qu'elles existent, ce sur quoi j'aimerais revenir. Mais là, vous voyez bien, et c'était ça mon point, que si... Parce que nous, on parle du sacré comme ça. Bon, mais c'est précisément parce qu'on est déjà moderne et sécularisé qu'on dit le sacré. Voyez. C'est déjà une catégorie qui nous met à distance de ce dont il s'agit. Mais ça montre bien que cette dimension, que le terme de sacré nomme une dimension du réel et une dimension du problème écologique qu'on ne sait pas traiter, à cause précisément de ce qui a été appelé parfois le désenchantement, parfois la sécularisation. Bref, le fait d'avoir décidé d'en finir avec ce type de réalité, souvent, comme je le disais au début, en fait, en essayant de dissoudre ces réalités en disant « elles font partie de la Terre » et précisément en détruisant la Terre elle-même. Ce qui fait que l'anti-métaphysique dans laquelle nous baignons est encore une métaphysique. Bon. Et alors, ce à quoi je voulais en venir, c'était de dire, parce que vous allez me dire, bon, bah, très bien, et alors qu'est-ce qu'on fait bon. Eh bien, on peut faire plusieurs choses. Et là, j'aimerais, si vous voulez, parler à la fois d'une découverte que j'ai faite en fait, en faisant un certain travail d'enquête sur la structure de l'extractivisme colonial, si vous voulez, et de voir les questions méthodologiques que ça pose et pourquoi j'essaie d'insister sur ce terme de métaphysique dans son lien avec l'anthropologie. En regardant certaines archives, notamment du colonialisme français dans ce qui s'appelait l'Indochine, j'ai été frappé par le fait que... je vais plutôt raconter d'abord en quoi consiste l'archive, qui m'a frappé justement. En fait, c'est un administrateur colonial, ou plutôt un chargé d'affaires, qui s'adresse justement au gouverneur d'une province de l'Indochine, et qui en fait a découvert un gisement de charbon, et qui écrit à son collègue qu'il a discuté du coup avec un mandarin de la possibilité d'extraire ce charbon et donc de l'exploiter. Et le mandarin lui a répondu que cette exploitation ne devait pas avoir lieu puisqu'il y avait un risque, puisque cette mine, en vérité, la mine en question, n'était pas simplement, disons, quelque chose de purement matériel, mais qu'en fait, il y avait non seulement un dragon à l'intérieur, mais qu'en fait, la mine était un dragon. Donc, aller dans la mine, extraire le charbon et l'exploiter, c'est au fond courir le risque d'entrer en contact avec ce dragon et de le réveiller, ce qu'on ne fait pas en toute impunité, vraisemblablement. Et donc, dans cette archive, ce qui est intéressante, puisqu'on n'a pas le témoignage de ce mandarin directement, on n'a qu'une archive coloniale, donc il faut déduire à partir de là certaines choses et prendre une certaine forme de distance critique vis-à-vis de cette archive. Ce qui est intéressant, c'est de voir les termes qui sont employés. Il n'y a pas dans cette archive quelque chose du type ce mandarin est absolument stupide simplement parce qu'il serait racialement inférieur, par exemple. La disqualification de son discours passe par autre chose. Il passe par le terme superstition. La superstition du dragon. Et alors, il y a plusieurs choses à dire de ce point de vue-là. La première, c'est de voir que
Et c'est pour ça qu'à mon avis, on ne peut pas se passer de cette catégorie de sécularisation ou de désenchantement, même si j'ai une tendance à préférer la première catégorie. C'est qu'on voit qu'il faut d'abord qu'il y ait une appropriation et une expropriation, si vous voulez, idéale de ces sous-sols, qu'on ait désenchanté littéralement de ces sous-sols, avant précisément de pouvoir mettre en place une exploitation capitalistique et intensive, quoi, extractiviste. Ce qui veut dire que la question immédiatement, même dans sa matérialité la plus matérielle, n'est pas que matérielle. Vous voyez, ce qui veut dire aussi que le non-humain, ce ne sont pas simplement les plantes et les animaux. Que la conception même du sous-sol, de ce qui gît sous nos pieds, est en fait absolument centrale dans le conflit entre les métaphysiques qui est au cœur en fait, de ce qu'on appelle la question écologique. Et que si on n'avait pas transformé cette conception qu'on a de ce qui gît sous nos pieds, probablement qu'on n'en serait pas arrivé à cette crise climatique que l'on connaît. Ça signifie aussi que ça pose une question troublante, un trouble, qui questionne nos manières de savoir. Parce qu'au fond, vous pourriez me dire, bon, mais alors, il a probablement raison, en fait, l'administrateur colonial, de dire que c'est une superstition, puisqu'on sait tous que les dragons n'existent pas. Et c'est là que ça commence à nous questionner de manière peut-être plus intéressante et peut-être plus intrigante, puisque plus dérangeante. Puisque précisément, on a tous et toutes spontanément la tendance à dire « ce dragon n'existe pas ». Mais là, en l'occurrence, si on se met dans la situation qui est la nôtre quand on découvre, lit, entend parler de cette archive, comme en ce moment même, si vous dites « le dragon n'existe pas », là, en cette situation, vous avez juste un point de vue colonial sur l'archive, la terre et les sous-sols. L'autre possibilité, évidemment, c'est de dire « il existe ». Mais c'est pas parce que, a priori, ça a l'air de ne pas être colonial, ça veut dire que c'est vrai. Ce qui supposerait là, et c'est un vrai problème à poser en tout cas, c'est à partir du moment où quelqu'un dit que quelque chose existe, on doit considérer que ça existe. Bon. Ce qui n'est pas particulièrement tenable, comme vous pouvez vous en rendre compte. Donc, là, si vous voulez, du point de vue d'une pratique du savoir scientifique, se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on fait de l'existence de ce dragon, ou plutôt de sa réalité, ou de sa non-réalité. Et ça, en fait, c'est une question très concrète qui a trait même à la manière dont on peut étudier l'extractivisme. Je ne suis pas en train de parler de quelque chose qui est finalement céleste. Ou si c'est céleste, c'est aussi très terrestre. Donc se pose la question de l'existence ou la non-existence, ou plutôt ce qu'on voit, c'est que la seule chose qu'on peut savoir, c'est de dire, à partir du moment où on a décidé que ça n'existait pas, ce dragon et un certain nombre de démons souterrains, parce qu'on trouve des exemples similaires ailleurs et aussi en Europe, peut-être que j'en parlerai plus tard, à partir du moment où on a décidé que ce type de réalité non humaine, visible et invisible, et donc à la fois physique et métaphysique, à partir du moment où on a décidé qu'elle n'existait pas, là, on peut dire effectivement qu'on peut déployer un certain nombre de pratiques qui ont un certain nombre de conséquences dont on peut mesurer les effets, à savoir, ça permet l'extractivisme, ça permet l'exploitation du charbon, donc ça participe de ce qu'on appelle la crise climatique, ou le bouleversement climatique, ou le désastre climatique. Ça, on peut le dire. À partir du moment où on considère que ça n'existe pas, ça peut avoir ce type d'effet. Ce n'est pas le seul effet possible, mais c'est un des types d'effets qui s'est déployé. Ce que vous pouvez dire, c'est aussi que la question de l'existence et de la non-existence est une fausse question et que vous devez la mettre en suspens. Ce qui ne veut pas dire que vous deviez présupposer que ça n'est pas du tout, ça ne fait pas partie du réel. Ça veut dire que vous allez transformer votre conception du réel en disant peut-être que ce qui est réel, ce n'est pas quelque chose qui soit existe, soit n'existe pas. Et là, vous commencez à faire effectivement de la métaphysique.
Alors vous venez me dire, bon, oui, très bien, mais qu'est-ce que ça veut dire cette affaire? Ça n'existe pas. Bon, tout ça a l'air très un peu philosophique au mauvais sens du terme, c'est-à-dire tiré par les cheveux. Bon. Et c'est là que j'aimerais vous parler d'autre chose, qui est ce qu'on appelle parfois le tournant ontologique. Bon, qui a trait, enfin, ontologique, ça veut dire discours sur l'être en tant qu'être, et dont on a, c'est un terme qu'on a beaucoup utilisé à partir de plusieurs travaux d'anthropologues éminents pour considérer qu'au fond, on avait affaire soit des cosmovisions, des cosmologies qui, au fond, étaient des différentes ontologies, quoi, bon, dans le monde, quoi, en Europe et hors d'Europe. Et alors, un des gestes en fait que j'aimerais mettre en œuvre et que j'essaie d'amorcer en fait en vous parlant de tout ça, c'est d'intervenir dans ce débat de manière, disons, en essayant de déplacer un petit peu le cadre, pour des raisons politiques et pour des raisons philosophiques dont j'aimerais bien parler. La première chose, c'est que je suis entré en fait dans ces débats écologiques à partir d'un point de vue relativement extérieur dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais qui traitait d'autres questions beaucoup plus liées à la question des empires, dans ses rapports avec le capitalisme et avec certaines formes de racisme plus ou moins structurel. Mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est le fait que j'ai toujours été frappé et je dois dire gêné par certains aspects, par le fait que le débat anthropologico-écologique autour du soi-disant tournant ontologique, enfin de ce qu'on appelle le tournant ontologique, était souvent binaire et avait une géographie assez restreinte, qui consistait d'un côté à considérer qu'il y avait nous, les occidentaux, les modernes, qui séparions ou érigions une division entre l'humain et le non-humain d'un côté, et de l'autre côté, les populations amazoniennes, parfois de Sibérie, qui désignées du coup comme animistes, développaient un autre rapport aux non-humains, notamment avec la possibilité de reconnaître les non-humains comme possédant une âme, étant donc des personnes, finalement aussi, en remettant par là même la distinction même entre l'humain et le non-humain. Et malgré tout l'intérêt et une certaine forme de fascination que j'ai pour ce type de travaux, j'ai toujours été frappé par le fait qu'en France et en Europe, il permettait souvent de ne pas poser la question de la colonialité telle qu'elle se déploie spécifiquement en France. Elle permettait aussi, et j'ai toujours été frappé par l'absence de ce type de tradition dans un certain nombre de traditions anthropologiques liées à ces courants, l'absence par exemple de traditions spirituelles aussi massives que l'islam, le bouddhisme, dont on peut considérer qu'elles font partie non seulement des traditions portées par un certain nombre de personnes qui font les communautés immigrées en France, mais aussi tout simplement les territoires avec lesquels la France et l'Europe est en connexion et avec lesquels se jouent des vrais rapports encore présents de domination et d'extractivisme. Alors évidemment, dire ça, c'est indiquer quelque chose, mais ça n'est pas suffisant. C'est pour cela que je ne veux pas m'en tenir à un point purement polémique qui consisterait à accuser. Il s'agit plutôt de dire, mais si on prend en compte d'autres traditions, non seulement de conception de la Terre, mais aussi du ciel, en compte, comment est-ce que ça peut éventuellement modifier les concepts qui se sont stabilisés à travers cette tradition anthropologique et qui en même temps irriguent la manière dont on pose un certain nombre de débats écologiques. Et alors, c'est là que j'en viens à ma question de l'existence et de la non-existence. Je vais vous parler du récit que fait une anthropologue avec qui j'ai travaillé, qui s'appelle Catherine Ewing, qui allait au Pakistan et qui est arrivée donc sur ce qui devait s'appeler son terrain et qui a rencontré disons, appelons-le un initiateur soufi, pour ne pas dire maître, parce que c'est pas forcément la meilleure traduction, qui lui a dit « Écoute, Catherine, je dois y aller, on va interrompre cette conversation, mais de toute façon, je vais te rencontrer en rêve tout à l'heure, donc on poursuivra cette conversation. » Elle, évidemment sceptique, s'est dite « Oui, bien sûr, au revoir », et s'attendait bien évidemment à ne pas le voir. Et évidemment, ce qui s'est passé, c'est qu'elle l'a vu en rêve. Alors c'est là qu'intervient la question du statut de l'anthropologue et de la question du trouble, puisqu'évidemment, elle ne parle pas, et ça n'a pas été sa conclusion, du fait de dire qu'il faille
croire dans les traditions spirituelles, les soi-disant religions, les soi-disant croyances des peuples, en l'occurrence de son interlocuteur, mais que sans être habité par une tentation d'y croire, aucune pratique réellement scientifique ne pouvait avoir lieu. Et c'est ce trouble, en vérité, qui est intéressant. Et on voit bien que ce trouble, dans cette expérience, il ne concerne pas simplement une conception de la nature. Il concerne une conception du rêve, il concerne une conception du réel, et il concerne, bien évidemment, la mise en suspens de cette propension qu'elle, et probablement nous toutes et tous ici, aurions, à savoir de dire superstition. Et alors, ce qui est intéressant, parce que cette anthropologue fait partie d'une tradition anthropologique qui est tout aussi établie, mais qui ne communique pas avec avec ces traditions anthropologiques qui sont beaucoup plus intégrées et du coup influentes en France. Ce qui est intéressant, c'est de voir que il y a une tradition d'interprétation des rêves qui est liée, en vérité, à ce type de pratique. Et cette tradition d'interprétation du rêve, elle est, à mon avis, et c'est ça que je voudrais dire, trans-ontologique. Ou plutôt, elle remet en cause la catégorie même d'ontologie, elle remet en cause la catégorie même d'être, de non-être, et donc nos partages entre l'existence et la non-existence. Vous voyez, quand on demande à quelqu'un « Tu crois que Dieu existe ?» La première chose que vous allez dire, c'est non, puisque d'ores et déjà, le fait de dire ça existe ou ça n'existe pas est une question qui est tellement réductrice que, a priori, c'est pas la bonne question. Bon. Et il en va probablement de même de Te Awatupua ou du fleuve Wanganui, ou en tout cas de ses parts métaphysiques. Et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde ces traditions d'interprétation du rêve, ils ne sont pas tout à fait les mêmes que le chamanisme, ou pas tout à fait les mêmes, malgré de réelles similitudes, en fait, que les traditions oniriques, ou la conception même de l'onirique comme un espace comme tel, chez par exemple les aborigènes d'Australie. Mais il y a précisément des concepts, qu'on dira, si vous voulez, autochtones ou indigènes, concernant précisément ce rêve lui-même et où ce rêve a lieu. Et il y a un concept qui existe, le concept de Barzakh, B-A-R-Z-A-K-H, qui désigne en vérité le fait qu'on rêve quelque part. C'est-à-dire, nous n'avons pas des rêves, ou plutôt, nous ne faisons pas des rêves à proprement parler, c'est-à-dire on ne les fabrique pas, ce ne sont pas simplement des entités psychologiques, on ne peut pas les réduire à notre cerveau. Évidemment, on peut croire qu'ils sont réductibles à notre cerveau et découvrir énormément de choses très passionnantes par ce biais-là, mais on ne peut pas universaliser ça en disant, et surtout on ne peut pas faire une bonne anthropologie à partir de ce présupposé selon lequel tous les rêves seraient psychologiques. Bon. Sinon, vous ne prenez pas en compte le discours des acteurs que vous étudiez et avec qui vous entrez en dialogue. C'est ça, décoloniser le savoir, si vous voulez, quoi. Bon. Et donc, si vous prenez en compte le fait que ce concept oriente en fait certaines formes de pratique du rêve, c'est-à-dire la manière dont on rêve, la manière dont on raconte les rêves, alors vous vous rendez compte qu'en fait ce concept désigne donc un lieu du rêve, l'autre scène un peu, de Freud, là où ça se passe les rêves. Et ce qui est très intéressant, c'est que précisément ce qui est conceptualisé à travers cette notion, c'est que le lieu du rêve, c'est précisément l'endroit au sein duquel, et toute division possible entre la présence et l'absence, l'existence, la non-existence, la vie et la mort, toutes ces divisions implosent. C'est donc un espace entre les choses. C'est pas un monde, c'est un intermonde. C'est un interstice. C'est une frontière, en fait. Et d'ailleurs, le terme Barzakh est parfois utilisé par un certain nombre de migrants, encore aujourd'hui, notamment de migrants subsahariens dans des régions comme le Maroc, etc., pour définir la Méditerranée elle-même. Voyez. Donc c'est à la fois la frontière métaphysique et la frontière physique et la frontière politique, en fait.
Et donc, il y a une leçon qu'on peut en tirer, à savoir que là, vous avez affaire à une conception du réel, de la réalité, qui influe sur la réalité quotidienne et la vie ordinaire, mais qui n'est pas de l'être et qui n'est pas du non-être. Voilà. Et donc, d'une certaine manière, on peut dire là que ce n'est pas de l'ontologie, quoi. Et alors, les conséquences à tirer de la prise en compte de ce type de concept et de tradition est pour moi une question ouverte. Mais je pense que c'est une question inévitable et c'est cette question que je voulais poser et je m'arrêterai là pour ouvrir la voie à d'autres questions. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Mohamed. Donc moi j'avais une question sur la confiance que tu as dans la philosophie par rapport à ce travail de décolonisation du savoir. Tu nous as bellement raconté cette tentation d'y croire, comme finalement l'éthique de l'anthropologue quand il ou elle finalement se déprend d'une forme de colonialité du savoir. Je me souviens aussi d'un texte un peu canonique, qui est le texte de Castaneda, L'herbe et la petite fumée, où il traverse les mondes avec les gens qui l'initient, et où le rapport au référentiel extérieur à l'hallucination est quand même vacille totalement, quoi. Et du coup, je me demandais, est-ce que tu pourrais nous parler de cette confiance dans la philosophie, qui est une tradition, en tout cas ici, géographiquement, qui a un rapport à la rationalité persistant, on va dire, même s'il y a eu voilà, toutes ces tentatives de savoir situer, de philosophie située, etc. Et en même temps, je sais que dans ton livre, tu convoques voilà, d'autres traditions philosophiques. Est-ce que tu pourrais nous en dire davantage et toi, comment cette confiance dans la philosophie, elle peut être aussi... ça paraît très étonnant de se dire on peut décoloniser le savoir à partir de la philosophie. Est-ce que tu peux nous déployer ça? Bien sûr. Si tu veux, je peux prendre... Ouais. Ok. Il se trouve que je suis philosophe. Bon. Donc évidemment que je dis ça de ce point de vue. Et en fait, c'est pas toute philosophie. Et c'est pas forcément ce que la philosophie est devenue. Voilà. Je crois très peu en fait aux disciplines et c'est pour cela en fait que à la fois je pense qu'on peut pas se passer des sciences humaines et qu'en même temps je considère que les sciences humaines en voulant réduire la philosophie à autre chose, à de la sociologie, à de l'anthropologie, à une certaine conception du fait qui est en fait une forme de fétichisme, etc. On fait beaucoup de mal et en fait ont beaucoup plus participé à la colonialité du savoir que la philosophie elle-même, sachant que la philosophie est une pratique non disciplinaire qui existe depuis plusieurs millénaires, dont je doute qu'elle ait commencé simplement avec Platon ou Socrate, dont j'affirme que le début grec n'est pas un début occidental, parce que l'Occident et l'Orient n'existaient pas à ce moment-là, et que la captation eurocentrique du début grec de la philosophie se passe justement au XIXe siècle, au moment où la philosophie est en train de devenir, d'une certaine manière, en train de faire émerger les sciences humaines et se donner la possibilité d'en devenir une parmi d'autres et dès lors, en fait, de perdre une part, à mon avis, de sa créativité. C'est plutôt pour dire qu'il y a quelque chose qui nous reste, qui est aujourd'hui appelé philosophie, parce qu'il faut bien prendre le terme qu'on a, qui permet justement, dans les conditions qui sont les nôtres aujourd'hui, de bouleverser un peu l'ordre du savoir tel qu'il est pratiqué. Je considère, avec beaucoup d'autres théoriciens dits postcoloniaux ou décoloniaux, qu'on ne peut pas parler réellement tant qu'on est purement à la marge ou extérieur à un système. On est tout le temps
dedans et dehors, quoi. Et c'est-à-dire que on n'est pas dans une situation où on pourrait retourner à quelque chose qu'on aurait perdu et qui serait soi-disant pur. On est dans des conditions actuelles, en fait. On fait avec là où on est. Et d'une certaine manière, pour pouvoir justement penser avec certaines traditions philosophiques non européennes, on a besoin de transformer l'état du savoir aujourd'hui. Je vais prendre un exemple. Parce que du coup, ça complique d'ailleurs aussi la question de savoir, la philosophie c'est eurocentrique, la rationalité c'est mal parce que ce serait les Lumières. Non, la rationalité, disons dominante, qui n'est d'ailleurs même pas homogène, ce qu'on appelle la rationalité occidentale, c'est pas homogène. Bon. Mais moi, je suis plutôt pour l'idée de dire qu'il y a plusieurs rationalités, de la pluraliser, de rappeler que cette rationalité dominante n'est qu'une rationalité parmi d'autres, et qu'il faut la provincialiser plutôt que de sombrer dans une forme d'irrationalisme qui fait partie d'ailleurs des coordonnées de la modernité occidentale depuis longtemps, quoi. Enfin, pour ne citer que ça, le romantisme par exemple. C'est pour ça que je ne parlerai jamais, moi, de réenchantement du monde. Il est tout autant désenchanté que réenchanté, et ces deux faces font partie en fait de la sécularisation impériale. Au fond, dire vive les âmes du monde et dire qu'il n'y a pas d'âme du monde, ça fait partie en fait souvent des mêmes coordonnées en fait. Bon, j'essaie de sortir de ces coordonnées, et pour ça il faut une certaine forme de rationalité en fait, d'une certaine manière. Mais il ne s'agit pas de revenir à quelque chose de pré-moderne, il s'agit de créer quelque chose de nouveau, et d'une certaine manière, c'est les seules conditions de la survie, quoi. Vous savez, les dernières phrases des Années de la Terre de Fanon, souvent, à mon avis, enfin en tout cas, c'est comme ça que je les lis de manière un peu viscérale, c'est plutôt l'idée de dire on est au bord de la mort, et la seule chose qui nous reste, puisque tout a été détruit, c'est de faire en sorte que l'humanité franchisse un nouveau pas, quoi. Créer, quoi. Bon. Et alors, pourquoi je dis ça et qu'est-ce que j'ai en tête en disant ça ? Il y a évidemment, peut-être que c'est d'ailleurs la forme de philosophie non européenne la plus présente dans les institutions universitaires, c'est ce qu'on appelle, et on ne sait pas la qualifier, philosophie arabe. Problématique, elle se fait en arabe, mais en fait, dans ces cas-là, la catégorie est une catégorie purement linguistique, parce que ce n'est pas simplement, entre guillemets, des Arabes qui faisaient cette philosophie. Des fois, on dit islamique, mais en fait, c'est compliqué, parce qu'en fait, c'est aussi une philosophie, disons, judéo-musulmane, avec aussi beaucoup d'emprunts grecs. Bon. Bref, on ne sait pas vraiment la qualifier. Je dirais que c'est un peu la philosophie terrestre ou globale de l'époque, quoi. Bon. Et cette philosophie, ce qui se passe, pour ne prendre que cet exemple, on pourrait prendre d'autres exemples. Mais la première chose qu'elle nous montre, c'est que les Grecs sont devenus autres qu'occidentaux. Bon, déjà. La deuxième chose qu'elle nous montre, c'est que cette philosophie, c'est pas qu'elle n'existerait pas du tout dans ce qu'on pourrait appeler l'Occident ou l'institution philosophique occidentale. Elle est non seulement marginalisée, elle est d'une certaine manière folklorisée, mais surtout, elle est rendue purement philologique, c'est-à-dire que ce sont d'anciens textes qui sont censés nous renseigner sur éventuellement l'histoire, au mieux la façon dont les Arabes auraient été des intermédiaires nécessaires entre les Grecs et l'Occident, mais pas beaucoup plus. Elles sont dans des textes qui sont rendus inaccessibles parce qu'on supposerait qu'il faille connaître l'arabe classique sur le bout des doigts pour pouvoir en parler, ce qui d'ailleurs en exclut la plupart des gens et aussi de ceux et celles qui pourraient d'ailleurs s'y identifier pour des raisons biographiques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une différence entre lire ces textes comme des documents historiques, quoi, et penser avec eux aujourd'hui. Mais penser avec eux aujourd'hui, c'est pas simplement dire il faut qu'on pense avec eux parce qu'il faut qu'on soit dans une forme de diversification du savoir, ce qui est bien, c'est généreux, mais ça suffit pas. C'est de dire mais ces textes présupposent une conception de la réalité, une extension en fait du concept du réel, parce qu'en fait on a appauvri notre concept du réel, on l'a limité en vérité. Et que la seule possibilité à la fois de penser avec ces textes et peut-être de les critiquer, c'est de faire en sorte qu'un certain nouveau terrain métaphysique puisse être ouvert dans la pensée contemporaine. Et là, on va pouvoir dialoguer, parler, mais aussi critiquer bien sûr ces textes, quoi. Donc, c'est pas que j'aurais une confiance, si tu veux, transhistorique dans la philosophie, c'est que je pense que la philosophie, dans les disciplines qui nous restent, dans les discours qui sont audibles, et en ce sens-là, le recours à la philosophie est aussi stratégique, parce que c'est audible. D'une certaine manière, ça est audible. Bon.
Mais c'est aussi la seule chose qui nous reste pour pouvoir faire droit à ces dimensions du réel dans un langage qui demeure en fait un langage de l'ordre de la rationalité dont j'ai pas forcément envie de me débarrasser, tu vois. Et la deuxième chose, donc je le répète pour conclure, je pense que même si on ne peut pas se passer des sciences humaines et dont de l'anthropologie, évidemment, il est intéressant de voir que l'anthropologie, plus elle a voulu, à juste titre, faire droit à ce qu'on appelle les non-humains, à une forme de cosmologie, plus elle a eu recours à des catégories historiquement et traditionnellement philosophiques comme celle d'ontologie, par exemple, et de métaphysique, parfois. C'est intéressant, mais il y a un moment donné où c'est normal que les philosophes, entre guillemets, répondent. Et donc, c'est cette forme de réponse, en fait, que j'essaie de faire. Et en même temps, par le même biais, l'idée est de sortir aussi la philosophie d'une certaine forme de carcan universitaire qui vient, à mon avis, en partie du mythe de « c'est la fin de la métaphysique » parce que Kant l'a dit, Kant et Nietzsche, qui, en fait, conduit à, en fait, un rétrécissement de la philosophie autour d'un canon occidental, à juste titre critiqué comme étant, en fait, quelque chose qui donne le signal qu'il n'y aurait que des hommes blancs vivant en Europe qui pourraient penser. Donc en même temps, c'est pas une confiance dans la philosophie telle qu'elle est, c'est une volonté de faire en sorte qu'elle se transforme, quoi. Bon. Et donc aujourd'hui, la question que j'aurais, c'est juste savoir quelle est votre conception d'un être humain. C'est quoi un être humain? Voilà. Vaste question. Vaste, un peu vaste. Oui, parce que, est-ce qu'on prend pas plusieurs questions Tu préfères Est-ce que quelqu'un d'autre veut poser une autre question? Sinon, moi j'en ai une, mais je suis pas sûr de savoir exactement comment la formuler. En fait, j'aurais peut-être aimé simplement mieux comprendre en fait la manière dont l'anthropologie est nécessairement politique, quoi, dans ce que tu développes. Bon, il y a plusieurs évidemment définitions possibles de l'anthropologie, une des plus communément, enfin qui est assez séduisante peut-être par rapport à cet enjeu de la philosophie, c'est celle de Tim Ingold, qui nous dit que l'anthropologie c'est de la philosophie avec des gens dedans. C'est une définition que j'aime bien. Mais Philippe Descola, lui, nous disait que l'anthropologie, en fait, c'est cette discipline qui réfléchit aux propriétés formelles de la vie sociale. Et alors, c'est intéressant parce qu'hier, on avait un atelier avec Xavier Vrona, qui est architecte et qui a fait une thèse incroyable, en fait, qui nous dit que toute l'histoire de l'architecture n'a absolument rien à voir avec la question du bâti, mais et que c'est bien avec la question de l'architecture sociale, donc il y aurait peut-être une définition commune. Mais enfin, il y a quand même cette tension quoi, qui s'est développée, et d'ailleurs plus particulièrement du côté des liens entre art et anthropologie, mais d'une certaine méfiance à l'égard de l'anthropologie, sans même avoir rappelé, disons, les liens historiques entre l'anthropologie et le colonialisme. Mais il y a ce frottement-là en fait qui s'opère et qui n'est pas tout à fait, en tout cas clair à mes yeux, dans la manière dont cette discipline peut être mobilisée, quoi. Et j'aurais peut-être juste aimé en savoir un tout petit peu plus sur la manière dont tout ce que tu nous dis de l'anthropologie est nécessairement déjà politique, quoi, bon, pour aller vite, ou est-ce qu'il y a une étape supplémentaire entre ce que tu nous dis de l'anthropologie et une force sociale ou quelque chose qui devrait l'accompagner autrement, quoi, enfin, et avec. Ouais, je sais pas si c'est très clair, mais... S'il y a une troisième question, on y va. Non, c'est pas une question, c'est juste une résonance. Je sais pas, quand tu parlais, je pensais à la zone critique. Tu sais, entre le ciel et la terre, la zone géologique. Voilà, je pensais à ça et je me dis, voilà, c'est juste une résonance, j'ai envie de partager ça. Un tout petit peu poursuivre ma question, mais je pense aussi, parce que Patrice est avec nous et que Patrice est un grand latourien aussi, et je pense à ce projet qui avait été déployé dans la région centre, notamment par Polo, qui est une association liée à l'urbanisme, et puis un écrivain qui est Camille de Toledo, qui était le Parlement de Loire, donc en résonance évidemment avec
ce que tu rappelais sur le fleuve Wanganawi, et qui est le nom d'ailleurs de la tribu avant tout, dont il est question, et donc l'aboutissement, c'est ce que Catherine Herrère avait pu en dire, l'aboutissement en fait d'un conflit politique post-colonial qui datait des années 70, et que le fleuve lui-même n'est pas appelé comme tel par cette tribu, mais qu'il est appelé, tu l'as dit toi-même aussi, le Te Awa Tapua, qui est la face humaine du fleuve. Et la réponse, donc il avait voulu, Camille de Toledo et toutes les équipes de Polo, développer ce que pourrait être un parlement de Loire. Donc c'est pas le parlement de la Loire, c'est le parlement de Loire comme une personnalisation, en tout cas, de ce fleuve. Et lors d'une des toutes premières invitations, je ne sais pas si Patrice, sans doute tu avais suivi ça, mais Bruno Latour était invité avec Frédéric Aïtouati et d'autres. Et la réponse de Bruno Latour, on s'attendait à ce qu'il soit évidemment très encourageant vis-à-vis de ce projet, etc. Et de dire, mais enfin bon, ici il n'y a pas le peuple, le peuple manque pour le coup, il n'y a pas le peuple qui a la Loire comme parent et qui pourrait précisément soutenir ce projet-là dans son incarnation politique humaine. Bon. Alors c'est un peu ironique, puisque évidemment toutes ces histoires de parlement des choses chez Latour avaient été déjà... c'est là une des critiques qu'il avait reçues à l'époque, et donc c'est toujours le talent de Bruno Latour, c'est de reprendre les critiques qu'il a reçues pour les faire siennes dans les conférences et le papier d'après. Mais voilà, peut-être juste interroger également sur ces manières dont ces entités juridiques nouvelles à venir, ici même, en fait, pourraient se développer. Et en fait, est-ce qu'il suffirait, encore une fois, d'accompagner ça à partir de ces lectures anthropologiques-là, de ce rapport entre l'existant et le non-existant, ou est-ce qu'il y a une force sociale manquante encore, ou quelque chose qui serait d'ordre plus traditionnellement politique, quoi? Bon, ça fait beaucoup de choses, mais toutes ces remarques sont finalement cohérentes et vont dans le même sens. Ok, je vais partir du texte que tu cites, que je commente en fait brièvement, le texte de Camille de Toledo, et notamment de l'intervention de Latour dans ce texte. Disons que, pour le dire de manière générale, moi j'étais plutôt d'accord avec cette intervention de Latour, et je ne suis pas du tout latourien pour beaucoup de raisons dont j'essaie de parler dans le livre, mais sur lesquelles je ne vais pas insister là. C'est ce qui est dit dans toute la simplicité de l'intervention de Latour à ce moment-là est fondamentalement vrai, à savoir, et je pense que c'est très important que ça soit à la fois écouté, et qu'en fait en France, en Europe, en Occident, on prenne conscience ici de la perte qu'il y a et de la question spécifique qu'elle pose, et qui n'est pas simplement réductible au multinaturalisme. On ne s'en sortira pas avec une forme de néo-animisme qui sera une construction exotique. On s'en sortira en regardant ce que j'essaie d'appeler, moi, la question de la sécularisation. Pourquoi ? Parce que ce que dit Latour, à mon avis, il n'a pas suffisamment développer la chose, à mon sens, mais je pourrais dire pourquoi, c'est de dire le Gange est reconnu comme ayant des droits parce qu'il est d'abord reconnu comme sacré. Le fleuve Wanganui, il est reconnu comme tel parce que, effectivement, il y a un certain nombre de... Là, tu parlais d'une tribu, bon, le terme est plus ou moins contestable, mais disons tribu, non, mais il n'y a pas de problème. Tribu qui reconnaît le fleuve ainsi. Bon. Du coup, ça veut dire que, et là on voit bien, qu'effectivement il y a une question politique qui est qu'on ne s'en sortira pas d'abord en donnant simplement des droits aux non-humains, puisque là on voit que non seulement c'est un conflit colonial et post-colonial, donc il y a un rapport de force politique qui fait que ces lois sont des compromis entre deux peuples en lutte, quoi, si on veut, et surtout une force colonisatrice, donc un empire, voilà, vis-à-vis d'un autre peuple, et que la question qui se joue est une question raciale, politique, et c'est aussi une question, bien sûr, de la terre, de qui la possède et qui en dépossède, qui a le pouvoir d'en déposséder l'autre. Et au cœur de tous ces rapports de force, il y a la question que moi j'appellerais métaphysique, et qui est en fait au cœur de la politique ici, quoi. Bon. Et là où ça suffit pas ce que dit Latour, mais à la fois qui indique exactement le problème, c'est de dire c'est parce que c'est reconnu comme sacré que on peut lui donner des droits. Et la seule raison pour laquelle je dis, et donc il faut aller plus loin, c'est de dire, c'est quoi le sacré ?
Puisque même dire ça, c'est déjà une phrase très eurocentrique, puisqu'on traduit quelque chose dans un vocable général qui nous est familier à cause en gros, de Durkheim, qui a décidé que la seule manière de définir la religion en général, c'est de dire elle a affaire à du sacré, qui est un terme romain, en gros, quoi. Donc là, on est d'ores et déjà à l'intérieur d'un problème qui est comment nous on fait, est-ce qu'on universalise le terme, est-il universalisable, et nous permet-il de penser ce qu'il y a à l'œuvre? Parce que là, il ne s'agit pas simplement de dire « Ah, donc on va faire quoi inventer en fait un nouveau culte de la Loire pour pouvoir lui donner des droits ?» À mon avis, non, puisque là, précisément, ça ne résoudrait pas le problème, en fait. Bon. C'est-à-dire que là, il y a une perte. Alors, on pourrait combler la perte en disant soyons néo-païens à nouveau. À mon avis, on ne peut pas prôner cette solution-là sans prendre en compte le fait qu'elle a des précédents politiques inquiétants et qui font partie, en fait, structurellement d'une certaine droite, voire d'une certaine pensée pseudo-écologique de l'extrême droite. Et je voudrais rappeler d'ailleurs que cette forme d'écofascisme historique qui existe, qui a déployé une certaine forme de néopaganisme, l'a toujours fait à partir d'une certaine idée anti-monothéiste, dont je voudrais dire ici que je considère qu'elle est problématique, cette idée, parce qu'elle est encore en fait déployée par un certain nombre de courants écologistes consistant à dire s'il y a un Dieu un, c'est forcément mauvais parce qu'il est patriarcal, dominateur, et qu'il conduit les êtres humains à se considérer comme dominateurs et maîtres et possesseurs de la nature. C'est de la mauvaise histoire de la religion. C'est de la mauvaise histoire 19e siècle, avec de forts relents coloniaux et raciaux, qui, à mon avis, devraient être problématisés comme tels. Par exemple, vous voyez, bon, c'est là que la question de la colonialité du savoir, elle se joue aussi sur des endroits de cet ordre, quoi. Bon. Et alors, c'est aussi pour ça que je considère que la question des rapports entre désenchantement et colonialisme est centrale en fait pour comprendre la question de la crise climatique, aussi pour comprendre précisément ce que la Tour vise en disant mais on ne pourra pas reconnaître en fait ses droits s'il n'y a pas en fait un peuple qui reconnaît la dimension sacrée de ce fleuve. Ça, c'est nommer le fait que donc il y a eu une forme de désenchantement d'une certaine manière, et qu'il n'y aurait pas eu ça en Europe s'il n'y avait pas eu ça dans les colonies. C'est-à-dire que l'Europe a été transformée par le biais de ce rapport extractif colonial. C'est pour ça que, contrairement à des figures illustres, en fait, d'une certaine manière, comme Weber, etc., je ne considère pas que c'est simplement le christianisme qui a donné lieu à la modernité. Et ça, c'est quand même la manière dont on s'analyse encore aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire, nous étions chrétiens, pour des raisons plus ou moins magiques, en fait, le christianisme est devenu autre chose, qui est la modernité industrielle. Et le christianisme, ou la chrétienté plus précisément, elle est devenue autre chose parce qu'elle a été impériale et coloniale et que ça a eu un effet sur les Européens et l'Europe elle-même. Et l'anthropologie a participé de cette transformation, puisque les récits de voyage sur les autres peuples ont évidemment questionné la géographie qui était celle disons, de l'Église et de la scolastique, l'anthropologie, et donc ce qu'on considérait comme étant justement universel, quoi. Bon. Il y a une provincialisation en fait de l'idée même que l'Europe se faisait d'elle-même, qui en fait d'une certaine manière a construit ce qu'on appelle l'Europe aujourd'hui, quoi. Bon. Et alors, ce qui me mène à la question de la politique. Écoute, je vais te répondre de manière très simple. Les personnes qui font partie, qui sont filles et fils, dont moi, de personnes dépossédées, littéralement, par le colonialisme français, sont majoritairement des Noirs, des Arabes, en France. Quelques Asiatiques. Bon. Je vais le dire de manière brutale, tant qu'on n'entendra pas ces voix dans le discours écologiste sera un discours qui perpétuera une forme de colonialisme interne, quoi. Bon. Et ça, c'est un enjeu qui a été porté, qui commence à être porté dans la sphère de l'écologie et qui me paraît crucial et qui doit être un point de départ. C'est-à-dire, à un moment donné, il ne s'agit pas simplement de critiquer le colonialisme de manière discursive, ce qui est bien, mais à un moment donné, il faut que d'autres voix soient entendues, pas simplement par le simple fait d'être entendues, parce que d'autres voix et d'autres points de vue disent autre chose du monde. Donc on ne peut pas parler du pluralisme avec les Amazoniens qui sont de toute façon très loin sans mettre en œuvre ce pluralisme là où on est. Vous voyez ? Sinon, ça ne tient pas la route. Voilà. Et tant que, d'un point de vue politique, ça ne sera pas
et ça ne sera jamais réglé, hein. Mais tant que ça ne sera pas pris en compte comme faisant partie de la condition même, d'une certaine manière, de toute question politique et de toute écologie politique, c'est pas qu'on ira nulle part, mais on ira forcément dans une mauvaise direction, quoi, voilà. Et ça, c'est pour ça que je pense que les forces, disons, de contestation du racisme structurel en France, et pas simplement, font bien sûr partie des coordonnées du problème, et qu'en fait, ça va dans le même sens, quoi. Bon. C'est la raison pour laquelle, moi, dans mon analyse, disons, plus matérialiste des causes possibles de ce qu'on appelle le réchauffement climatique, j'ai toujours insisté sur la question de l'État. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je parle de sécularocène, et pour remettre en question, si tu veux, l'opposition entre anthropocène ou capitalocène. Bon. Et l'idée, c'est de dire plusieurs choses. C'est de dire, évidemment, anthropocène, l'humanité, à mon avis, il y a évidemment un concept trop flou. Pour répondre à la question qui m'a été posée, je pense que l'anthropologie ne doit pas partir d'une quelconque volonté de définir l'humain, en fait. Probablement, il faudrait dissoudre cette question. En ce sens-là, je ne m'inscris pas dans la continuité de l'anthropologie philosophique de Kant, qui consistera à dire qu'est-ce que l'homme, quoi, ou qu'est-ce que l'humain. Je vais te répondre. Et simplement pour dire que c'est pour ça que la question de l'État est centrale, parce que, donc, soit les théoriciens d'Anthropocène parlaient donc de l'humanité, et ça a été à juste titre critiqué, soit effectivement c'est le capitalisme ou le colonialisme. Et moi je suis d'accord avec le fait que ça soit le capitalisme et le colonialisme, mais même, si tu veux, dans certaines formes d'écologie décoloniale, la colonialité de l'extractivisme est définie comme une sorte de manière d'habiter la Terre. Ce qui me paraît un petit peu anhistorique et abstrait dans la mesure où ça fait oublier le fait qu'il y a des institutions coloniales et au centre de ces institutions, il y a l'État, la souveraineté étatique, la souveraineté impériale et coloniale de l'État. Et le capitalisme n'émerge et ne se reproduit que dans une forme de réseau d'alliances qui sont instables, hein, qui sont pas, c'est pour ça que ce ne sont pas la même chose. Je ne pense pas que le capitalisme, ça soit l'État, et l'État, ce n'est pas le capitalisme. Ça interagit de manière très complexe. Et que ces formes d'interaction font partie, évidemment, de ce qu'on appelle la matrice de la crise climatique. Et pourquoi dire sécularisation ? Parce que l'expropriation des terres, c'est aussi l'expropriation des biens de l'Église, ça fait partie de la même chose. Et parce que le lent processus d'émergence de l'État-nation, de facto, on a toujours besoin de ce concept de sécularisation pour l'expliquer, puisque c'est au fond le passage d'un ordre théologico-politique à un ordre, disons, séculier, pour le dire de manière extrêmement simple. Mais on ne peut pas abandonner cette question. Et pourquoi elle a des résonances politiques actuelles ? C'est parce que dans toute forme, et on l'a vu avec les soulèvements de la Terre, de contestation va se heurter en fait à la police. Exactement comme avec... C'est pour ça qu'il y a un lien avec les violences policières et donc la question du racisme. Pourquoi ? Mais parce qu'on a affaire, en fait, on se confronte à la même institution dans sa forme répressive, quoi. Bon. Et ça, c'est pas simplement parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des liens pour des raisons... Non, c'est parce que cette institution, elle est au cœur de ce qui crée les deux crises, d'une certaine manière, entre guillemets, coloniale d'un côté et climatique de l'autre. Et tant qu'on ne prend pas en compte ça, à mon avis, on reste dans une forme d'abstraction toujours plus ou moins dépolitisante. C'est pour ça que le fait de dire le capitalisme est la seule cause, et même parfois le colonialisme est la seule cause, parfois participe de la dépolitisation de la question climatique, quoi. Bon. Et pour moi, la question de l'État, je vais commencer à te répondre, c'est une question évidemment politique et matérielle. Mais pour moi, l'État reste et demeure une forme d'abstraction, puisque l'État, c'est jamais le gouvernement. Nous sommes tous dans l'État et en même temps, il n'est aucun de nous. Et l'État est une réalité très physique et très métaphysique en même temps. Bon. Mais c'est très réel, parce que c'est ça qui donne des coups et c'est en même temps ça qui donne des droits, quoi. Bon. C'est aussi très ambigu pour cette raison-là. C'est pour ça que je ne suis pas anarchiste au sens de dire on va l'abolir, on est dedans, et en ce sens-là, c'est une réalité anthropologique. Et alors, par rapport aux travaux que tu citais, pour moi, c'est un travail en cours de comprendre
quel autre type d'anthropologie des non-humains on peut déployer. Mais la première pierre que j'aimerais jeter, c'est simplement de dire que le non-humain, déjà, est une catégorie problématique parce qu'elle est énoncée en référence à l'humain. Mais aussi, elle est problématique parce qu'elle homogénéise un certain nombre de choses et qu'en vérité, je vais le dire encore une fois brutalement, si vous dites le cri de Gaïa, il n'y a pas de problème. Si vous dites le cri de Allah, problème. Bon. Ça veut dire qu'il y a une inégalité des langages religieux qui est toujours à l'œuvre, qui s'explique par des raisons politiques, mais qui fait bien sûr en sorte que si vous dites non humain et que vous parlez de quelque chose qui est quand même visible pour la plupart des gens, même si vous dites que c'est spirituel, j'ai envie de dire de manière délibérément provocatrice, ça passe. Parce que les non-humains sont plutôt les non-humains visibles et qu'en fait, souvent, dans la réception occidentale de ces questions, de ce qui se passe autour, par exemple, de Wanganui, etc., bah, ce qui est codifiable, traductible dans l'ordre du naturalisme, finalement, ça, c'est acceptable. Donc il y a encore, en fait, une hiérarchie qui se met en œuvre, et on est encore très naturaliste dans la manière dont on essaie de sortir du naturalisme, quoi. Bon. Ce qui fait que les non-humains métaphysiques ou non visibles sont beaucoup plus marginales, en fait, dans cette question, mais aussi à cause de nos propres présupposés modernes, puisqu'on voit très bien et très rapidement que toute différente conception de la Terre est liée à une autre conception du ciel. Voilà. Et cette autre face, on a vraiment du mal à la prendre en compte, parce que, a priori, c'est disqualifié, a priori disqualifié par les pratiques de ce qu'on appelle ici la science ou la scientificité, quoi. Bon. Et donc moi, j'essaie de partir de ça et de dire, il n'y a quand même pas, à travers l'invisible, il y a quand même des choses différentes. Et puis on pourrait aller plus loin, c'est-à-dire que je pense que si on parle des dieux au pluriel, ça passe encore un petit peu mieux quand même. Voilà. Ah, bon, ouais. Et ça, là, ces différentes formes de réception, elles traduisent des inégalités politiques qui sont liées à des inégalités coloniales, en fait. Et la dernière chose, c'est que j'essaie simplement de... Parce que ces anthropologues dont moi je parle, ils existent en fait, hein, ils ont publié, les travaux existent, quoi. Et je suis juste... Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que oui, c'est une démarche qui est à la fois politique, mais c'est une démarche épistémique. J'essaie de contribuer à la transformation, tant que faire se peut, de comment on pratique la philosophie et comment on pratique les sciences humaines. Bon, parce que c'est là que j'officie, quoi. Et... donc en ayant pris en compte cela, si vous voulez, j'essaie simplement de faire dialoguer des travaux qui ont trait à l'anthropologie du bouddhisme, l'anthropologie du christianisme, l'anthropologie de l'islam et du soufisme, etc., avec ces autres travaux qui parlent de la manière dont pensent les forêts, quoi. Et qu'est-ce qui se passe quand on les compare entre elles, ces anthropologies, quoi. Qu'est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des choses qui sont communes par-delà, justement, l'opposition, à mon avis, stupide, consistant à dire « Ouh là là, attention, c'est très différent là-bas dans les forêts amazoniennes parce qu'il n'y a pas de Dieu. » Donc c'est très très différent des autres civilisations qui sont d'ailleurs beaucoup plus proches de nous et donc moins intéressantes. C'est là qu'on voit la part exotique de la chose. Plus c'est lointain, mieux c'est. Mais il y a des choses très proches en fait et des formes de tradition qui sont très proches qui doivent faire partie doivent prendre en compte si on veut penser de manière plurielle, quoi. Bon. Et donc j'essaie à minima de faire se confronter et dialoguer ces anthropologies et ces anthropologues pour voir ce qu'il en ressort. Et ce qu'il en ressort sont des choses plus intrigantes, quoi. Oui, je peux développer, ouais. Ah, mais j'en ai déjà parlé d'une certaine manière. La première chose qui en ressort, c'est que je ne crois pas au terme d'ontologie, voilà. La première chose qui en ressort, quoi. Et que l'ontologie, je ne dis pas que c'est un terme dont il faudrait absolument se passer, mais ce n'est pas un universel anthropologique. Ni un invariant, ni quelque chose qui varie, en fait. D'une certaine manière, il faut provincialiser le concept. Évidemment, ça dépend du geste mis en œuvre, etc. Et je veux bien, d'ailleurs, l'idée est plutôt d'ouvrir un débat qu'autre chose, mais pour ouvrir le débat, j'essaie simplement de dire non, on ne peut pas présupposer qu'il y a des ontologies. Voilà. Il y en a quelques-unes, mais ce n'est pas simplement ça le terme qui va... Par exemple, il n'y a pas d'ontologie musulmane. Voilà. Si on part de ce principe-là, ça ne fonctionne pas. Ou alors on aura la pire interprétation orientaliste et droitière de cette tradition. Ça ne fonctionne pas. Il y a des métaphysiques locales dans des traditions qui sont... où chacun... une communauté, c'est d'abord des gens qui se désaccordent parce qu'ils ont des sources en commun. Ce n'est pas des gens qui sont tous d'accord parce qu'ils ont le même système de croyance, par exemple. Ça ne marche pas, quoi. Bon.
Et donc, il n'y a pas d'ontologie, en fait, là, unifiée, en fait. Et l'être, et c'est vrai, par exemple, de tradition bouddhique, par exemple, où l'idée, c'est la non-dualité entre l'être et le non-être, justement. Bon. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut avoir accès à du réel, finalement. Voilà. Bon. Mais là, l'ontologie, ça marche pas. Elle est locale, c'est un moment, et puis ensuite, elle est complètement relativisée, dissoute, en fait, par ses propres traditions elles-mêmes. Donc voilà, ça, par exemple, c'est une des choses qui en ressort, quoi. Bon. Et disons que moi, je suis un peu frappé par le fait que souvent dans ces anthropologies, il y a beaucoup de références à des philosophes du XXe siècle occidental, Deleuze, James. Et c'est vrai que je peux comprendre que ça puisse produire des choses, c'est-à-dire que je ne veux pas être dans une volonté purement destructrice, mais je ne peux pas m'empêcher, face à une phrase du type « les Indiens sont deleuziens », de voir un geste qui reste le fait que le critère de la philosophie, ça reste, il est en Europe, il est du XXe siècle, et que d'une certaine manière... J'ai jamais lu. Hein. Les Indiens sont deleuziens, c'est dans... Viveros. Ah, Viveros, il dit ça, d'accord. Et Castro, qui est anthropologue brésilien. Ouais. Patrice, l'éditeur de Viveros. Et du coup, les conditions du pluralisme, elles sont encore définies par ce type de référence, quoi. Voilà. Mais je mets les pieds dans le plat parce que j'imagine que c'est quand même une question qui était souvent retournée, quoi. C'est-à-dire que si on te suit, est-ce que on doit en déduire que la seule sortie du naturalisme possible dans nos contrées, en fait, c'est une réhabilitation de l'islam, enfin, je sais pas, des religions qui sont, sans cesse en fait brutalisées par le système colonial et postcolonial en place. Est-ce que c'est ça, la voie en fait qui... Non. Ouais. Alors justement, non. Parce que, à partir du moment où vous dites que la modernité, c'est pas le déclin de la religion, il n'y a pas de réhabilitation à faire parce qu'on est dedans, en fait. Qu'on le veuille ou non. Et il y a la politisation constante de la religion en France, en fait. Ça se passe, en fait. Bon. Donc il ne s'agit pas de retourner à quelque chose de perdu et il ne s'agit surtout pas de réhabiliter quelque chose sans aucune forme de pensée critique. Au contraire. Du coup, il y a quelqu'un que je cite beaucoup, je cite pas beaucoup, mais je commence à le citer. Et là, pour le coup, les citations, pour moi, sont d'ores et déjà de la politique, qui est quelqu'un qui a lui-même probablement participé à inventer le terme même de décolonial. Il s'appelle Abdelkébir Khatibi, marocain, qui est un philosophe, sociologue, etc., qui a étudié en France, mais qui a vécu au Maroc, en fait, toute sa vie. Et ce qui est très intéressant avec lui, c'est que, et je vais tout de suite dire pourquoi je fais référence à lui, parce qu'il a un concept que je trouve intéressant de double critique, qui permet de faire droit à justement autre chose que juste une réhabilitation. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi, mais je voudrais d'abord parler de lui. Ce qui est intéressant, c'est que il a en fait influencé beaucoup de décoloniaux latino-américains, notamment Mignolo. Walter Mignolo. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que même depuis que le décolonial est devenu quelque chose de pratiqué en France, voire il y a une certaine forme de mode, quoi, on ne le cite jamais. Mais on cite beaucoup de latino-américains. Donc ça fait partie de la géographie que j'essaie de critiquer, quoi, parce qu'il y a un moment donné où il écrit en français, il est francophone, il a commencé à écrire sur le décolonial à la fin des années 70, et pourtant il n'est jamais cité. Et quand ça arrive qu'il soit cité parfois, c'est seulement sur des questions politiques, pas d'un point de vue théorique. C'est pas une source théorique, pas une ressource ni une source théorique. Alors, encore une fois, j'insiste que pour les latino-américains, c'en est une. Ça, c'est intéressant. Et mon geste, il consiste précisément à remettre ça en cause, vous voyez, bon. Et je considère qu'en fait, c'est une nécessité à la fois intellectuelle et politique, quoi. Bon. Et alors, qu'est-ce qu'il dit, par exemple? Une des choses qu'il dit, parce que bien sûr, l'idée, c'est pas de dire « Ah, il faut magnifier quelqu'un ou un auteur perdu simplement parce qu'il est perdu. » Bon, c'est plutôt de dire « Mais qu'est-ce qu'il dit, quoi ?» Et il a un concept assez intéressant, qui est celui de la double critique qu'ont complètement repris les décoloniaux, en fait, qui consiste à dire que la critique de la modernité occidentale technoscientifique, colonialiste, etc., bref, de ce que les décoloniaux ont ensuite appelé cette réversibilité de la modernité et de la colonialité,
que la critiquer suppose en même temps au fond, critiquer les sortes de recroquevillements sur une forme de tradition, ou de traditionnalisme plutôt. Il a cette phrase que je trouve assez magnifique: le traditionnalisme a perdu le sens de la tradition. Bon. Il y a aussi un usage du terme métaphysique qui est très intéressant. Et j'essaie simplement de reprendre ce geste en essayant de voir comment il est possible d'opérer ce genre de double critique. C'est-à-dire, parce qu'en fait, la modernité coloniale et la forme de, si on veut, de sécularisme ou de naturalisme qu'elle a pu porter, les mouvements réactionnaires qui s'y opposent, premièrement, sont souvent des produits des mêmes forces, en fait, c'est-à-dire l'investissement de l'État moderne, si vous voulez, par des forces religieuses, par définition, en fait, c'est quelque chose qui a été ouvert par le même colonialisme ou modernité occidentale, si on veut prendre ces termes, que je considère comme des fois trop massifs. La conception même, par exemple, du droit qu'ils ont, le fait même de codifier certains droits religieux, c'est que la codification, dans son modèle, il est napoléonien. Donc d'une certaine manière, c'est l'Europe séculière, vous voyez. Bon. Et donc ça, le fait même de dire ça, c'est d'ores et déjà opérer un geste de double critique qui consiste précisément à critiquer les deux faces d'un même problème, qui précisément nous emprisonne dans une alternative qui ne représente pas, en fait, d'une certaine manière, qui nous sommes et ce que nous voulons être, quoi. Bon. Donc non, il ne s'agit pas de réhabiliter. Et d'ailleurs, l'idée, c'est au contraire de faire exploser, en fait, l'idée même selon laquelle une religion, ça serait un système homogène. En fait, en vérité, l'idée, c'est plutôt de dire que lorsqu'on peut parler un langage qui ne nous permet pas simplement de parler des traditions, mais aux traditions, et à un moment donné, sans recourir justement à ces dimensions du réel dont j'essayais de parler, d'une certaine manière, on s'empêche en fait de parler dans les traditions elles-mêmes. Donc on s'empêche aussi de les critiquer d'une certaine manière interne, immanente et d'une certaine manière significative. C'est très clair. Merci beaucoup, Mohamed. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions, observations, contestations Sur la non-définition d'évacuer le fait de dire qu'il n'y a pas besoin de donner de définition à l'humain. Moi, je ne comprends pas très bien cette évacuation dans la mesure où vous parlez de l'humain, du non-humain. Donc, s'il n'y a aucune définition de données, ou au moins de proposition à l'instant T, hein, pas de ce qui est forcément de la référence au passé, etc., mais de ce qui... votre conception à vous, vous êtes un être humain. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous parlez au nom d'un humain qui vous êtes, mais du coup, c'est ça qui peut ramener à l'écologie peut-être, je pense. C'est de se définir et laisser une place, ou de définir la place de l'humain. Je redonne le micro. Enfin voilà. Je sais pas si c'est très clair comme question. Si c'est clair. Ouais. 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 Bon, merci. Il y aurait tellement de choses à dire que intéressantes. Mais juste une toute petite remarque sur la question les Amazoniens sont très loin. Tout ça, ça nous sert à ne pas parler de ce qui est très proche de nous. Je comprends très bien et je vois très bien, évidemment, ce que tu désignes. Simplement, je veux dire que du coup, en disant ça, tu fais oublier que l'extractivisme en Amazonie, c'est un problème du territoire français en Guyane. Et ça, il faut... Tu vois, ça, c'est toute la difficulté que tu connais très bien, bien sûr, de, disons, ne pas occulter un aspect de la colonialité en insistant sur un autre. Et là, c'est très important, parce que nous sommes précisément dans un moment, aujourd'hui, depuis quelques années, dans lequel les luttes, en fait, contre l'extractivisme sont en même temps des luttes précisément décoloniales, dans un sens un peu, évidemment, différent de ce que tu as souligné, mais qui sont très proches, qui s'appuient, disons, sur les travaux notamment, qui peuvent en tout cas résonner avec les travaux des anthropologues amazonistes, etc. Donc il ne faut absolument pas dire que les Indiens d'Amazonie sont loin de nous. Non, c'est le territoire français, ça. Donc c'est très important. Je voulais juste rappeler ça, parce que ça me paraît important, et je suis très frappé du fait qu'on oublie, en fait, que c'est carrément le territoire français dans son aspect colonial le plus direct, quoi.
Alors, ouais, non, je pense pas qu'il faille définir forcément. L'acte de définition n'est pas un acte, c'est un acte politique et on n'est pas obligé, même si on est formé en France comme ça, mais c'est pas la seule possibilité de le faire. C'est le fait de dire qu'on a besoin d'une définition, en fait. La pensée est un mouvement, donc en fait, si vous partez d'une définition, j'ose espérer que en vous renseignant sur l'objet en question, vous allez la remettre en cause au fur et à mesure du mouvement de cette pensée. Donc non, je m'intéresse plus au fait de savoir qui et depuis quand a-t-on posé la question de savoir qu'est-ce que l'humain, quoi. Bon. Et je pense que ce qui est intéressant dans le fait de parler de remettre en cause finalement cette frontière entre l'humain et le non-humain, c'est précisément de dire que cette question, cette volonté de stabiliser et d'ériger une sorte de frontière fixe entre l'un et l'autre est à mon avis une fausse question. Donc ça ne veut pas dire que c'est impossible d'en donner une, mais je ne pense pas que ça soit nécessaire, et je pense d'ailleurs que c'est une forme d'injonction de dire il faut qu'on ait une définition pour pouvoir penser quelque chose, quoi. Donc c'est pour ça qu'en fait je maintiens le point d'une certaine manière. Alors, en insistant en fait sur une autre géographie, j'insiste encore une fois sur le fait que, évidemment que je ne veux pas faire oublier, mais de toute manière, je n'ai pas le pouvoir de faire oublier ça puisque c'est là. Et que je ne veux pas non plus nier ce que tu as rappelé. Évidemment, c'est très évident, c'est très massif, etc. Bon. Mais je pense qu'en fait, non, mais c'est-à-dire que je pense que d'un point de vue intellectuel, la question, il y a des choses qui sont faites, qui sont écrites, et c'est très bien. Et simplement, j'essaie tout simplement en fait d'amener d'autres travaux, de parler à partir d'un autre endroit, etc. Bon, et je trouve que, et là je parle d'un point de vue, je parle pas d'un point de vue strictement politique, si tu veux, je parle du point de vue de qui parle sur ces questions, qui est entendu sur ces questions, qui est-ce qu'on cite sur ces questions. C'est des politiques qui nous concernent directement puisque on est dans ces pratiques-là. Bon, c'est la politique de nos propres pratiques, quoi. Bon, je remarque en fait qu'un certain nombre de voix qui ne parlent pas forcément à partir de cette expérience-là, mais ça ne veut pas dire qu'on est contre, ça veut dire qu'au contraire, on essaie de faire en sorte à partir de nos propres pratiques, ancrages, c'est pas forcément des territoires d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai précisé au début, je ne parle pas à partir d'un territoire, mes ancêtres ont déjà été dépossédés, donc de toute façon, moi je suis plutôt dans quelque chose de nomadique, à ceci près qu'eux-mêmes, ils l'étaient probablement aussi, tu vois. Bon. Donc j'essaie simplement de contribuer à ça à partir d'un autre ancrage, d'une pluralité d'autres ancrages, et de voir ce que ça change. Parce que, si tu veux, le fait de dire on a un pluralisme et on connaît d'ores et déjà et a priori quelles sont les règles de ce pluralisme, c'est un pluralisme figé, puisque d'autres voix qui parlent, c'est aussi des voix qui sont à même de contester, remettre en cause les règles à partir desquelles on parle et les principes à partir desquels on parle. Et je pense que amener ce type de questions, amener au centre d'une certaine question anthropologico-écologique, la question théologico-politique dans ses rapports au colonialisme, oui, c'est faire une forme d'intrusion parce que je pense que ces questions ne sont pas suffisamment présentes. Mais, en revanche, et c'est là-dessus que je suis d'accord avec toi, bien sûr, l'horizon n'est surtout pas d'opposer une parole à une autre, un territoire à un autre. L'horizon est de créer des alliances. Et c'est pour ça que je pense que le présupposé, qui a un présupposé métaphysique, mais qui a des incidences, si tu veux, anthropologiques, le présupposé selon lequel, entre des traditions dites autochtones, qu'on qualifiera parfois d'animistes, parfois de totémistes, etc., je ne vais pas revenir sur ces catégories, mais employons-les parce que, pour des raisons, disons, de convention et de commodité. L'idée est de dire qu'au fond, on doit essayer de trouver des alliances à un niveau politique qui soient aussi des alliances à un niveau
métaphysique. Et ça suppose, d'un point de vue des pratiques du comparatisme, de ne pas partir d'oppositions trop massives du type « ça n'a rien à voir parce que les uns sont monothéistes et les autres ne le sont pas ». Et simplement, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut des cadres de pensée plus souples, avec moins de ismes probablement, pour essayer de trouver des points de connexion qui ont trait aux interactions, si tu veux, entre le physique et le métaphysique. C'est pas parce qu'il y a tu vois, une divinité qu'on dira transcendante, même ce terme est très problématique, dans certains cadres de pensée, que ça n'a pas d'incidence très concrète sur la manière dont on habite la Terre, dont on nomadise autour de certains territoires, comme tu en avais parlé. Et donc, j'essaie simplement de dire, je ne suis pas simplement là, évidemment, pour rajouter une pierre à l'édifice qui ne change rien à l'édifice, puisque ce n'est pas comme ça que ça marche. Et c'est pour ça que la seule chose que j'essaie de faire, c'est de faire en sorte que certaines paroles et donc certaines dimensions du problème et du réel soient prises en compte dans le dialogue, quoi. Et je sais bien que ça se fait nécessairement à travers du désaccord et de la friction qui sont nécessaires à tout pluralisme démocratique. Oh. Tu voulais absolument finir avec une note social-démocrate. Absolument. Tu t'es dit. Non, ouais. Attends, excusez-moi, j'avais quand même juste envie de te poser une dernière question. Parce que, en fait, voilà, tu nous as parlé beaucoup de l'expérience néo-zélandaise. Tu étais assez circonspect. Alors, voilà, tu as bien parlé de cet exotisme du lointain, mais bon, moi j'avais envie de te poser la question. Alors je ne sais pas comment tu connais, enfin quel degré de connaissance des processus latino-américains, par exemple. Je pense à la Bolivie, à l'Équateur. En fait, moi, ce qui m'intéresse, au-delà de plein de raisons biographiques et sur les éco-constituantes, c'est que en fait, ce sont des victoires, en fait. Enfin, ce sont des processus historiques qui ont donné lieu à des victoires politiques. Alors, évidemment, ce sont des victoires qui sont temporaires, complètement conflictuelles. Je pense au très beau travail de Diego Landivar autour de la constituante bolivienne, où il montre bien à quel point l'émergence de la Pachamama comme sujet juridipe n'est absolument pas une édification d'un être déjà là, en fait. La Pachamama ne préexiste pas au processus constituant. Bien sûr, elle est déjà prise dans plein de constellations multiples, mais en fait, elle est aussi produite par le processus politique et notamment par le travail de l'Assemblée comme un théâtre qui rassemble des conflits animistes, tothémistes. Il y a des marxistes qui sont aussi dans l'Assemblée et qui produisent en fait la Pachamama comme sujet qui émerge de ce processus démocratique. Et du coup, je me posais la question en fait à l'égard de ton pessimiste en fait vis-à-vis de ce que tu disais de la Nouvelle-Zélande. Est-ce que tu as le même pessimisme vis-à-vis de ces processus, parce que j'ai l'impression qu'ils se sont jamais stabilisés et que finalement la force sociale ou les mouvements sociaux, en fait, c'est quand même ça qui est prédominant, c'est les puissances constituantes en fait qui sont à l'œuvre dans ces processus, et du coup je serais quand même j'aurais moins de pessimisme. Je sais pas pourquoi tu penses que je suis pessimiste. J'ai pas du tout été pessimiste vis-à-vis de la loi néo-zélandaise. Ouais. Je pense que j'étais pessimiste vis-à-vis de la question de la Loire. Peut-être davantage. Ouais, mais tu as dit quand même ça fonctionne pas. Non, j'ai pas dit du tout que ça fonctionnait pas. Non. Tu disais si que quand même en faire rentrer ce droit-là, parce que en fait quand même finalement le droit ou ne peut pas prendre enfin si tu penses que ça non, moi je pense que la loi de 2017 pour toi elle est une forme de victoire. Ah oui, absolument. Bien sûr. OK. Ouais, absolument. Okay. Non, politiquement, mais c'est simplement que ça m'intéressait. Je suis pas là pour dire c'est une victoire, mais c'est pas forcément dire que je pense que c'est un échec ou que je suis pessimiste. Non, je pense que c'est un instrument. Évidemment, c'est une forme politique impure, c'est-à-dire que c'est le droit. Oui, mais c'est normal, ça. On y est tous en fait. On est dans l'ordre. On fait de la politique avec les coordonnées du politique telles qu'elles existent aujourd'hui. Donc, non, je suis absolument pas dans une forme, au contraire de dire c'est d'ores et déjà impur, donc il faut pas le faire. Non, pas du tout, absolument pas.
C'est pas du tout une forme de pessimisme politique là-dessus. J'étais simplement... je pense que j'essayais simplement de dire, au contraire, que il y a un aspect du problème qui est souvent pas pris en compte lorsqu'on pense la question du type, enfin sous la forme, comment donner des droits à la nature, quoi. Bon, mais c'est juste, je disais que le terme de la question, si on regarde la loi, sont un peu différents en fait de cela. Mais c'est pas un pessimisme quant à la loi elle-même. Et moi j'avais une question pour toi, c'est qui dit que Pachamama est constituée à travers la constituante? Ce sont des anthropologues, oui, bien sûr. Mais Pourquoi? Et qui ont participé, parce que Diego, par exemple, c'était un acteur des processus de nationalisation, il était aussi au gouvernement. Pourquoi Pourquoi cette question? Parce que je pense que c'est c'est une prise de position philosophique, légitime en tant que telle, métaphysique d'une certaine manière, sur l'existence ontologique, si on veut, ou métaphysique de ce que c'est de Pachamama, quoi. Comment ça existe, où ça existe, comment c'est constitué, etc. Je pose la question de savoir si ça peut réellement être universalisé quant à comment le nom Pachamama est considéré dans différentes formes de vie, c'est tout. Non, mais il dit pas que ça n'existe pas. Enfin, évidemment que ce sont des. Enfin, Pachamama préexiste à l'Assemblée, mais par contre, le sujet qui émerge est une stabilisation d'un processus conflictuel. Tu vois, c'est ça. Et ça, je trouve ça quand même très important de le rappeler, parce que il y a aussi cette idéalisation des sujets comme ça qui ont l'air totalement anhistoriques, et bon voilà, ce travail-là, je trouve qu'il est quand même hyper précieux pour rappeler. Absolument, ouais. Et là, c'est pour ça que je disais, il n'y a pas de pessimisme de ma part là, par rapport à ça. C'est simplement de dire que c'est intéressant de voir que c'est du droit. Donc ça répond, c'est le produit, et ça répond à une forme de contestation et de lutte qui est extra-juridique, qui est vraiment politique au sens propre du terme, mais qui pose une question, ou qui fait droit à une dimension métaphysique en même temps, quoi. Voilà, mais absolument, non, là-dessus, je pense que c'est hyper important, bien sûr.